Modèle non sociétaire. Thème 1. L'entreprise individuelle. Elle représente une part significative du tissu économique français. Un entrepreneur est une personne physique qui choisit d'exercer son activité en son nom propre. Les activités possibles sont variées, commerciales, artisanales, agricoles, libérales. Elle est ouverte à tous. L'EI est souvent choisie pour sa simplicité en termes de création et de fonctionnement. S'agissant de la création de l'EI, aucun capital minimum n'est obligatoire. De plus, les coûts de création sont vraiment limités, contrairement à la constitution d'une société. Bien que la création soit simplifiée, il y a certaines formalités à accomplir. Jusqu'au 1er janvier 2023, les formalités s'effectuaient au CFE, et désormais au guichet électronique unique, loi Pacte 20190. Ce guichet s'adresse à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité et leur lieu d'exercice. C'est un processus entièrement dématérialisé, accessible depuis Internet. En fonction de la nature de l'activité, le guichet va proposer au déclarant un formulaire adapté, et va indiquer les données à fournir, et les pièces justificatives à transmettre. Enregistrement au RNE. Simplicité concernant le fonctionnement de l'EI, le chef d'entreprise est seul maître à bord, il ne partage le pouvoir avec personne d'autre. Dans une EI, la rémunération de l'entrepreneur correspond aux bénéfices réalisés, quelle qu'en soit l'affectation. Attention, même s'il réinvestit ses bénéfices dans l'entreprise, il est imposé sur la totalité des bénéfices. Auparavant, l'EI était indéfiniment responsable des dettes de l'entreprise sur ses biens propres. Le patrimoine professionnel n'était pas reconnu comme une universalité affectée à la réalisation de l'activité. La question de la protection patrimoniale de l'entrepreneur a longtemps été un sujet de discussion important. Le législateur a essayé au fur et à mesure d'y apporter quelques réponses. 1. Les mécanismes de protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur avant 2022. Avant, l'existence de difficultés professionnelles de l'entrepreneur s'étendait à son patrimoine personnel, et était donc susceptible de le ruiner. Le droit a donc mis en place, au fur et à mesure, des mécanismes de protection du patrimoine personnel de l'EI. Premièrement, on a la saisie prioritaire des biens professionnels de l'entrepreneur à sa demande. Article L161-1 du CPC, créé par la loi Madelin de 1994. Lorsque l'entrepreneur ne pouvait pas rembourser ses créanciers, il pouvait, sous réserve d'établir que les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers. Si le créancier pouvait établir que cette proposition pouvait mettre en péril le recouvrement de sa créance, il pouvait s'y opposer. La responsabilité du créancier ne pouvait pas être recherchée, sauf intention de nuire. Ce dispositif aujourd'hui a beaucoup perdu de son intérêt, parce qu'il y a d'autres outils plus intéressants qui ont été consacrés. Le deuxième outil consacré par une loi du août 2003, l'insaisissabilité des biens immobiliers, consiste à mettre les biens fonciers de l'EI à l'abri, en le retirant du gage des créanciers, par le biais d'une déclaration notariée. Ce procédé a été assez peu utilisé en pratique, même s'il répondait à certaines exigences de la pratique, même s'il était assez simple et peu coûteux. Pour faciliter l'accès à cette insaisissabilité, le législateur a ensuite consacré l'insaisissabilité de droit de l'ARP. Enfin, troisième mécanisme de protection, le statut de IRL. Par la loi du 15 juin 2010, ce dispositif permettait d'allier exercice en nom propre et responsabilité limitée, jusqu'alors propre aux sociétés unipersonnelles. Le but affiché était évidemment d'assurer la protection du patrimoine personnel de l'EI. Ce dispositif consistait à définir un ensemble patrimonial affecté à l'entreprise, qui devait servir d'assiette pour le droit de gage des créanciers professionnels. Après plusieurs modifications de ce statut, le législateur a finalement tranché en 2022 pour son extinction. Les personnes physiques qui exercent sous ce régime demeurent régies par les dispositions relatives à l'EIRL. Toutefois, depuis la publication de la loi, il n'est plus possible d'opter pour ce régime. Il est également impossible pour les héritiers de reprendre l'entreprise sous ce régime. Aujourd'hui, tous ces mécanismes ont un perdu de leur intérêt, bien que l'insaisissabilité reste compatible avec le régime actuel. 2. Le nouveau statut de l'entreprise individuelle. Défini article L526-22, personne physique qui exerce en son nom propre, une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Par cette loi de 2022, le législateur a décidé d'offrir aux entrepreneurs individuels une protection de plein droit de l'ensemble de leur patrimoine personnel vis-à-vis des créanciers professionnels. Il a alors instauré un patrimoine professionnel automatique dont on verra les contours avant d'étudier le fonctionnement de ce patrimoine, les hypothèses de transfert, et leur disparition. A. Le patrimoine professionnel automatique. Pour bien comprendre le champ d'application personnel et matériel, on fera un point sur le destinataire du dispositif, puis sur le contenu du patrimoine professionnel. 1. Les destinataires du dispositif. Application de la loi dans le temps, ce patrimoine professionnel automatique s'applique aux entrepreneurs qui ont débuté leur activité après le 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur de la loi, mais aussi aux entrepreneurs déjà en activité, mais uniquement pour les créances nées après la date du 15 mai 2022. Quelles sont les conditions d'application de ce patrimoine professionnel automatique ? En pratique, l'immatriculation de l'EI marque le point de départ de l'existence du patrimoine professionnel. Donc aussi la séparation des patrimoines personnels et professionnels. À compter de cette immatriculation au registre dont relève l'entrepreneur, ce dernier n'est tenu des dettes professionnelles que sur son patrimoine professionnel. Précision, en cas de pluralité d'immatriculation dans plusieurs registres, c'est l'immatriculation la plus ancienne qui est retenue comme point de départ article L526-23. Le législateur a prévu 2 exceptions. La première concerne l'hypothèse où le début d'activité est antérieur à l'immatriculation. Dans ce cas, le patrimoine professionnel naît à la date déclarée du début d'activité. Cette date est celle de la première utilisation de la dénomination de l'entrepreneur.
Article L523-23 et R526-27. Cette dénomination comprend le nom de l'entrepreneur immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ». Cette dénomination doit être utilisée sur tous les documents et correspondances professionnelles, et figurer sur l'intitulé du compte bancaire professionnel de l'entrepreneur. La deuxième exception concerne l'hypothèse d'une absence d'obligation d'immatriculation. Dans ce cas, le patrimoine professionnel né au premier acte exercé par l'entrepreneur individuel en cette qualité, doit apparaître sur un document ou correspondance professionnelle. 2. La composition du patrimoine professionnel. La loi prévoit que les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituent son patrimoine professionnel. Les éléments non compris dans le patrimoine professionnel constituent donc le patrimoine personnel. Le patrimoine personnel est alors une catégorie résiduelle. Seul le patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers personnels, et seul le patrimoine pro constitue le gage général des créanciers professionnels. 2 critères ont retenu notre attention. Article L523-22, cette disposition met en 2 critères qui permettent de déterminer le contenu du patrimoine professionnel. Le critère de la titularité et le critère de l'utilité. Le critère de l'utilité permet en théorie de mettre en place un système simple et clair pour les petits entrepreneurs en particulier. Ensuite, le décret du 28 avril 2022 va venir préciser un peu plus les éléments susceptibles d'être inclus dans le patrimoine professionnel, en raison de leur utilité. Vont être intégrés les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur est titulaire, ce critère d'utilité s'entend des biens, nature, par destination, ou en fonction de leur objet, utiles à l'activité. Les biens utiles par destination constituent quant à eux une catégorie plus incertaine. Il s'agit de biens que l'entrepreneur propriétaire va choisir de mettre à la disposition de son activité. Il peut s'agir d'un ordinateur personnel, sur lequel l'entrepreneur effectue une partie de son activité, facture, fiche de paie. Si on applique strictement le critère utile à l'activité, l'ordinateur familial est utile, mais faut-il que cette utilisation soit répétée, prolongée dans le temps? Le législateur n'y répond pas. Le décret poursuit, article R526-26 du Code de commerce. Le décret énumère un certain nombre de biens, droits, obligations et sûretés susceptibles d'intégrer le patrimoine professionnel. Il ne s'agit pas du tout d'une liste exhaustive mais d'une liste indicative. Le fond, les biens corporels et incorporels qui le constituent, outillage, immeubles qui servent à l'activité, ici le décret précise y compris la RP de l'entrepreneur s'il l'utilise pour son activité, ou encore les parts ou actions d'une société dont l'objet pâle serait la mise à disposition d'un immeuble. Biens incorporels, marques, enseignes, etc. Mais aussi le fonds de caisse et les sommes inscrites au compte bancaire. Tout ça n'est pas exhaustif. 3 remarques sur l'immeuble. S'agissant de la RP, elle demeure protégée par l'insaisissabilité légale. Cependant, cette loi de 2022 entame significativement cette protection. Ici des difficultés sont à prévoir, car l'entrepreneur devra démontrer qu'il n'utilise que telle ou telle partie de sa RP pour qu'elle reste protégée des créanciers professionnels. Le risque est d'autant plus important pour les agriculteurs, puisque le Code rural leur impose d'avoir un lieu d'habitation à proximité de leur exploitation. En pratique, le lieu d'habitation se trouve souvent sur son exploitation. La technique sociétaire n'est pas plus efficace pour protéger le patrimoine immobilier de l'entrepreneur, puisque les droits sociaux se retrouvent désormais dans l'assiette du droit de gage du créancier professionnel. Cette atteinte à l'écran de la société ne vaut que si celle-ci a pour objet principal la mise à disposition d'un immeuble au profit de l'entrepreneur. Pour échapper à cette inclusion des droits sociaux dans le patrimoine professionnel, il faudrait que la société loue également le bien à d'autres entrepreneurs. De cette façon, la location de l'immeuble à l'EI ne serait plus là principale. Et ces 2 éléments viennent amoindrir la protection patrimoniale de l'entrepreneur, mais ils viennent aussi accroître la valeur du patrimoine professionnel, ce qui pourrait potentiellement rendre son transfert plus difficile. En cas de contestation sur la composition du patrimoine professionnel, la charge de la preuve incombe à l'entrepreneur article L526-22 à 8. Il lui appartiendra alors de démontrer l'inutilité de tel ou tel bien pour son activité professionnelle, afin de le protéger des créanciers professionnels. Il s'agit ici de démontrer un fait juridique, donc la preuve est libre. Attention, il s'agit ici d'une preuve négative, donc difficile à rapporter. Pour compenser cette difficulté, le législateur a prévu une protection de l'entrepreneur contre l'abus du droit de saisie par les créanciers. Le législateur prévoit que le créancier saisissant engage sa responsabilité pour abus de saisie s'il procède à une mesure d'exécution forcée, ou à une mesure conservatoire, sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. B. Le fonctionnement du patrimoine professionnel. On distinguera le principe et les exceptions, puis on verra comment articuler ce patrimoine professionnel avec l'insaisissabilité, et articulation avec 2 autres types de biens, les biens indivis et communs. Le principe, existence de 2 gages des créanciers. 2 patrimoines, et 2 assiettes de droits de gage, en fonction de l'origine de la dette. En principe, le patrimoine professionnel est l'assiette exclusive du gage des créanciers professionnels, et le patrimoine personnel, l'assiette des créanciers perso. C'est le principe. Mais comme tout patrimoine, le patrimoine professionnel n'a pas vocation à être figé. Il peut évoluer, certains biens peuvent y entrer, d'autres en sortir, et cette affectation ou désaffectation n'obéit à aucun formalisme et aucune règle. L'entrepreneur devra être attentif à ces mouvements afin de connaître précisément le contenu de son patrimoine professionnel en cas de litige avec un créancier. Il appartiendra à l'entrepreneur d'apporter la preuve de tel bien appartient à tel patrimoine. Seul le versement des revenus du patrimoine professionnel vers le patrimoine personnel fait l'objet d'une mention dans la loi. L'article R526-6 précise donc que les documents comptables doivent permettre d'identifier cette rémunération tirée de l'activité professionnelle. Ici, dans ce nouveau statut de l'EI, la rémunération fait l'objet d'un mouvement d'un patrimoine à l'autre, sur décision de l'EI.
En principe donc, existence de deux gages bien distincts, qui n'ont pas vocation à se confondre. 2. Les exceptions. 3 hypothèses à voir. A. Les exceptions expressément prévues par la loi. Elles figurent L526-24, et profitent au trésor public, et aux organismes de SS en cas de manœuvres frauduleuses, ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou sociales. Le droit de gage de ces deux créanciers s'étend à l'ensemble des patrimoines personnels et professionnels de l'entrepreneur. Cette extension constitue une sanction à l'égard de l'entrepreneur qui ne respecterait pas ses obligations fiscales et sociales. Ensuite, en cas de dette à l'égard d'un organisme de recouvrement des contributions et cotisations sociales, l'entrepreneur perd aussi le bénéfice de la séparation de ces deux patrimoines. Enfin, en ce qui concerne les impôts sur le revenu et la taxe foncière du bien immobilier utile à l'activité, leur paiement peut être recherché sur les deux patrimoines de l'entrepreneur. Une autre exception figure article L526-22 al 7, le législateur prévoit que si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. Cette disposition a pour objectif de ne pas priver les créanciers personnels de l'enrichissement résultat de l'activité professionnelle lorsque l'entrepreneur choisit de conserver tous les bénéfices dans son patrimoine professionnel. En gros, l'entrepreneur ne peut pas espérer échapper à ses créanciers personnels en ne se versant aucune rémunération. B. Les exceptions résultant de la mise en place des sûretés personnelles et réelles. Concernant les sûretés personnelles, il faut savoir que l'entrepreneur ne peut pas se porter caution d'une de ses dettes professionnelles. Le législateur le lui interdit, article L526-22. En revanche, demeurent efficaces les sûretés réelles consenties avant le début d'activité. Le législateur confirme expressément que ces sûretés conservent leur effet quelle que soit leur assiette. Le législateur permet également à l'entrepreneur de consentir des sûretés réelles au bénéfice des créanciers professionnels. Il ne mentionne pas l'inverse, ce qui exclut en principe une sûreté réelle prise sur un bien professionnel, au profit d'un créancier personnel. C. La renonciation au patrimoine professionnel au profit d'un créancier. Le législateur prévoit une possibilité de renoncer au patrimoine professionnel à l'article L523-25 du Code de commerce. Cette renonciation sera généralement consentie au profit d'un banquier dispensateur de crédit, puisque ce dernier ne consentira un prêt professionnel qu'à la condition de voir son droit de gage étendu. C'est une mesure qui vise donc à favoriser l'accès au crédit pour les entrepreneurs individuels. La loi exige une demande écrite d'un créancier en ce sens. La renonciation présente un caractère individuel, elle ne peut pas concerner toute une catégorie de créanciers, et encore moins tous les créanciers professionnels. Cette renonciation ne vaut que pour une dette précise. Le texte vise en effet un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Ainsi, un créancier professionnel ne bénéficie de la renonciation que pour une dette et non pour toutes les créances qu'il détiendrait sur l'entrepreneur. De plus, l'entrepreneur bénéficie en principe d'un délai de réflexion de 7 jours francs. Enfin, cette renonciation est soumise à un formalisme exigeant à peine de nullité, afin de s'assurer du consentement de l'entrepreneur et pour éviter toute décision qui serait précipitée. Les articles des 526-28 et des 526-29 déterminent la forme et le contenu de l'acte de renonciation. Les informations à faire figurer concernant l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation sont assez nombreuses. Le bénéficiaire doit aussi informer l'entrepreneur des conséquences de cette renonciation sur ses patrimoines, et par exception, le délai de réflexion de 7 jours francs peut être réduit à 3 jours francs, sous réserve que l'entrepreneur insère une mention manuscrite précise dans l'acte. Article des 526-28 4 degrés. Pour terminer, cet acte de renonciation doit contenir la signature des parties, la date et le lieu. Comme les informations qui doivent figurer sont nombreuses, un modèle type d'acte approuvé par le ministère a été fait, article A526-6. Concernant l'articulation avec d'autres règles de droit. 3. L'articulation avec l'insaisissabilité. Le législateur a prévu que le nouveau statut DI s'articulerait avec l'insaisissabilité. Comment s'articulent ces deux dispositifs? Deux hypothèses principales où l'on retrouvera une articulation des deux dispositifs. La première, en l'absence de renonciation de l'EI à la protection prévue par le nouveau statut d'entrepreneur individuel, les créanciers ne pouvant se servir que sur le patrimoine professionnel, la protection offerte par l'insaisissabilité apparaît superfétatoire. Si une partie du bien immobilier personnel est utilisée pour l'activité professionnelle, cette partie entre au patrimoine professionnel selon les dispositions de ces deux mécanismes. Donc articulation parfaite en l'absence de renonciation. Deuxième hypothèse, en présence d'une renonciation, quel est le sort des biens immeubles insaisissables? On pourrait penser que la protection des biens immeubles automatiques pour l'ARP, et sur DNI pour les autres perdure. Le créancier bénéficiant de la renonciation ne pourrait exercer ses poursuites sur ces biens insaisissables. Cependant, demeure toujours possible la renonciation à l'insaisissabilité, qui figure article L523-3 du Code de commerce, et en présence d'une telle renonciation, le bénéficiaire pourrait exercer ses poursuites sur les biens immobiliers de l'entrepreneur. 4. L'articulation avec les dispositions relatives à l'indivision et à la communauté de biens. Le patrimoine professionnel peut contenir un bien indivis. Cependant, ni l'autorisation ni l'information des indivisaires ne sont prévues par le législateur. Il est même possible qu'un bien indivis se retrouve dans le patrimoine professionnel de plusieurs entrepreneurs individuels, ce qui n'était pas le cas pour le IRL. Ce critère d'utilité pourrait poser des difficultés en ce qui concerne les biens indivis, et l'absence de dispositions venant régir les différentes difficultés qui pourraient naître de cette situation suscitera sans doute du contentieux. Pour les biens communs, leur présence au sein de patrimoine professionnel risque d'être fréquent. Comme pour les biens indivis, l'application du critère d'utilité pourrait conduire à inclure un même bien dans plusieurs patrimoines professionnels. Par exemple pour une partie de RP dans laquelle l'époux et l'épouse exerceraient certaines activités. Ou un véhicule utilisé par les deux époux.
L'époux entrepreneur peut en principe administrer et disposer seul des biens communs, peu importe qu'ils soient contenus ou non dans le patrimoine professionnel. Néanmoins, le consentement du conjoint pourra être nécessaire pour certains actes, ceux visés articles 1422, 1424 et 1425 du Code civil. De son côté, l'époux qui n'est pas entrepreneur peut lui aussi administrer les biens communs, mais il devra quand même tenir compte de l'autonomie professionnelle de son époux. En principe, les créanciers de l'autre époux, celui qui n'est pas entrepreneur, peuvent toujours saisir le bien commun inclus dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Il faut alors déterminer si l'époux n'a qu'un seul patrimoine ou s'il en a deux également. Si l'époux n'a qu'un seul patrimoine, ses créanciers devraient pouvoir saisir ce bien, puisque rien ne permet de considérer que la pluralité de patrimoine de l'un des époux s'impose aux créanciers de l'autre. A l'inverse, si l'époux de l'entrepreneur a lui aussi deux patrimoines, il faudra déterminer si la créance est en lien ou non avec l'activité. Si c'est le cas, le créancier professionnel de l'époux pourra exercer ses poursuites sur le bien si celui-ci est utile à l'activité. Au contraire, si la créance n'est pas en lien avec l'activité, seul un créancier non professionnel, donc personnel, de l'époux, pourra saisir le bien. Dernière petite précision en ce qui concerne l'articulation, en cas de dissolution de la communauté, il faut répartir les biens communs. L'entrepreneur pourra, en fonction de la répartition des biens, avoir à verser une soulte à son conjoint, parce qu'il est possible que les biens professionnels attribués à cet époux aient une grande valeur par rapport aux autres biens communs non professionnels attribués à l'autre. Le versement de cette soulte pèsera sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur, puisque ce n'est pas une dette de nature professionnelle. Cela ne sera pas sans incidence sur les créanciers personnels qui voient leur droit de gage se réduire, mais à l'inverse, les créanciers professionnels, eux, voient leur droit de gage préservé. C. Les transferts du patrimoine professionnel. Le transfert opère une transmission universelle du patrimoine sans liquidation. Ces opérations sont régies par les articles L526-27 à L526-31, complétés par les articles des 536 à 26 à des 536-30 du même code. Différentes hypothèses de transfert, puisque le législateur envisage la possibilité de céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs, ou apporter en société ce patrimoine. A. Les transferts autorisés. Parmi ces transferts, la première forme est la cession à titre onéreux qui n'appelle pas de remarques particulières, elle donnera lieu au paiement d'un prix. Cette somme perçue par le cédant intégrera son patrimoine personnel. Logique, car dès lors qu'il cède, il n'a que son patrimoine personnel. En ce qui concerne la cession ou transmission entre vifs à titre gratuit, il faut que les conditions de la donation soient réunies, savoir une intention libérale, et une absence de contrepartie matérielle. Ce cas de transfert peut éventuellement présenter deux risques, le risque de révocation par ingratitude ou en cas de survenance d'enfant si ça a été stipulé dans l'acte de transmission. Dernière possibilité de transfert, l'apport en société. On peut céder à la société ou réaliser un apport en nature. Ce qui exclut, parce que le législateur précise, société, un apport à une association, fondation, ou GIE. L'apport doit porter sur l'intégralité du patrimoine, ce qui exclut la réalisation d'un apport partiel d'actifs du patrimoine professionnel. Lorsque le patrimoine professionnel est apporté à une société, il faudra avoir recours à un commissaire aux apports. Dans ce cas, l'entrepreneur individuel va obtenir en contrepartie des titres sociaux, qui intégreront son patrimoine personnel, car son patrimoine disparaît lors de l'apport. B. Les transferts interdits. Ici, c'est l'article L523-30 qui interdit certains transferts du patrimoine sous peine de nullité. Le premier, c'est le transfert partiel du patrimoine. Donc il n'est pas possible de réaliser un apport partiel d'actifs, de scinder le patrimoine professionnel pour réaliser des apports. Pas d'apport de branche d'activité ici. Tout ça n'empêche pas une cession à titre onéreux de certains éléments du patrimoine. Il ne faut pas une cession d'une branche du patrimoine professionnel. La deuxième interdiction porte sur la possibilité d'apporter à une société nouvellement créée un patrimoine professionnel dont l'actif disponible ne permettrait pas de faire face au passif exigible. Il s'agit d'éviter des fraudes de la part de l'entrepreneur. La troisième interdiction concerne les personnes engagées dans l'opération. Ces personnes ne doivent pas être frappées de faillite personnelle, ou d'une interdiction de gérer, ou encore d'une banqueroute prononcée par une décision rendue définitive. Il s'agit de préserver le marché de professionnels qui ont subi des condamnations pénales ou professionnelles. Autre hypothèse issue de l'article L526-27, en principe le cédant ne peut pas céder un élément de son patrimoine, ou transférer son patrimoine professionnel, s'il s'est engagé contractuellement à ne pas le faire. En revanche, cette disposition ne prévoit pas la nullité du transfert, mais seulement l'engagement de la responsabilité de l'entrepreneur sur l'ensemble de ses biens. L'engagement de la responsabilité suppose que soit présente. On s'intéresse alors au préjudice que pourrait revendiquer le co-contractant. Il y a des hypothèses non envisagées par le législateur, la constitution d'usufruit sur le patrimoine professionnel, est-ce possible? Savoir si ce patrimoine peut être placé en fiducie, là non plus pas de réponse. 2. Le régime du transfert entre les parties. A. Les conditions. Comme tout contrat, il faut le consentement des parties. Si le patrimoine appartient à un mineur émancipé ou majeur protégé, il faudra appliquer les règles relatives à ces deux cas. S'il s'agit d'une société qui doit acquérir le patrimoine, il faut déterminer quel organe est compétent pour conclure l'acte, et dans quelles conditions. Il faudra prêter attention à l'objet social, et à des clauses limitatives de pouvoir. Le législateur n'a prévu aucun formalisme informatif particulier concernant ce transfert. Ce sont les règles du droit commun qui s'appliquent, notamment l'obligation précontractuelle d'information, article du Code civil. Cependant, même quand il n'y a pas de disposition spécifique, il peut être intéressant de prévoir conventionnellement les contours d'une obligation d'information. Concernant le patrimoine cédé, il doit être déterminé. Les parties peuvent éventuellement avoir recours à un inventaire plus ou moins détaillé.
Attention, le patrimoine professionnel n'a pas vocation à être figé, il peut évoluer, et ces évolutions ne sont pas forcément visibles immédiatement. B. Les effets. Dans la mesure où il s'agit d'une transmission universelle du patrimoine, l'intégralité du contenu du patrimoine professionnel est transmise. Le bénéficiaire du transfert reçoit aussi les dettes contenues dans le patrimoine. Sont transmises également les dettes qui trouvent leur origine avant le transfert, mais révélées après celui-ci. Parmi ces éléments du patrimoine, il peut y avoir certains cas particuliers, notamment pour les contrats revêtant un caractère intuitu persona. Ces contrats vont échapper à la transmission du fait du caractère intuitu persona. C'est le cas pour un bail rural, pour un contrat de mandat par exemple. Il peut y avoir des clauses limitant la transmission. Certaines clauses peuvent interdire la transmission de certains éléments du patrimoine, mais en cas d'inexécution il n'y a pas nullité du transfert, seulement engagement de la responsabilité de l'entrepreneur. L'article L145-16 du Code de commerce a été modifié, aucune clause ne peut empêcher la transmission du bail commercial lors du transfert du patrimoine professionnel. Néanmoins, ce transfert peut être soumis à un agrément préalable s'il y a une clause en ce sens dans le bail. En ce qui concerne les cautionnements, si le débiteur principal est l'auteur de la transmission, il y aura extinction de l'obligation de couverture par la caution. Cette solution s'explique par le caractère intuitu persona de l'engagement de la caution. Si le débiteur principal est le bénéficiaire du transfert, là il n'y a aucune incidence. Si l'entrepreneur individuel s'est porté caution de la dette d'un autre professionnel, cet engagement sera repris par le bénéficiaire du transfert en raison du caractère universel de la transmission. Autre hypothèse, si, lorsque l'auteur ou le bénéficiaire de la transmission est le créancier, l'opération est sans incidence sur le cautionnement. Ensuite, toujours dans les effets entre les parties, et droit processuel, concernant les instances en cours, il n'y a pas d'interruption en cas de transfert du patrimoine professionnel. S'agissant de la qualité de partie à l'instance, il y a un principe de substitution qui s'applique, affirmé par la jurisprudence s'agissant aussi bien des personnes physiques que morales. Les seules incertitudes concernent la matière pénale, la responsabilité pénale peut-elle être transmise et quel est le sort des sanctions pécuniaires. Ici on a un transfert de personne physique à personne physique ou morale. La personne auteur ne disparaît pas, le principe de personnalité des poursuites et des peines aurait vocation à s'appliquer. En ce qui concerne les peines pécuniaires, elles suivent par principe le patrimoine d'imputation. Il serait vraisemblable que la sanction pécuniaire soit transmise dans le patrimoine professionnel. Pour ces deux éléments, aucune réponse certaine et définitive, ni du législateur ni de la jurisprudence. Troisième point, la protection des intérêts en présence. La protection tant des parties que des tiers. A. Protection des parties. Protection conventionnelle. Il est possible pour les parties de mettre en place des protections conventionnelles lors de la transmission de patrimoine pro. Principalement des clauses de garantie de passifs et d'actifs. Cette clause aura vocation à protéger le bénéficiaire s'il est confronté à un passif caché. En ce qui concerne l'auteur de la transmission, il peut aussi vouloir être protégé par des clauses de non-garantie, il ne garantit pas tel actif ou passif du patrimoine. À tout le moins, ce qu'il peut mentionner est le caractère aléatoire du patrimoine. Il y a aussi une protection des tiers. B. La protection des tiers. Trois éléments permettent aux tiers de voir leurs intérêts protégés lors des TUP. Le premier est le formalisme d'opposabilité. Il assure la connaissance par les tiers de contrats susceptibles de les intéresser. L'article L526-27 du Code de commerce prévoit que le transfert de propriété n'est opposable au tiers qu'à compter de sa publicité. Article D 526-30 précise les formalités à accomplir. Il y a notamment une publication sous forme d'avis au BODAC, avis devant contenir différentes mentions énumérées par l'article précité. À côté, second mécanisme, le droit d'opposition. Il est régi par l'article L526-28 du Code de commerce, c'est un droit offert aux créanciers de l'EI, dont les créances sont nées avant la publicité du transfert de propriété. Ce droit d'opposition n'a pas pour vocation d'interdire le transfert. La décision de justice qui statue sur cette opposition va soit la rejeter, soit ordonner le remboursement des créances, soit ordonner la constitution de garantie, si le cessionnaire ou le bénéficiaire en offre, et si elles sont jugées suffisantes. Le juge a ici un véritable pouvoir d'appréciation ici. L'article L523-28 ne précise pas quel type de créancier peut utiliser ce droit d'opposition. En théorie, comme il n'y a pas de précision, il peut s'agir aussi bien des créanciers personnels que professionnels. Dès 626-31, les créanciers doivent saisir le tribunal compétent selon les règles de droit commun, compétence matérielle déterminée par la nature de la créance, et concernant la compétence territoriale, c'est le tribunal du défendeur qui doit être saisi. Ce droit d'opposition doit être utilisé dans un délai d'1 mois à compter de la publicité. Dernier mécanisme de protection, l'action polienne. Elle peut être utile lorsque le créancier n'a pas réalisé d'opposition dans le délai imparti. C'est une action autonome, peu important qu'il se soit opposé ou non précédemment. Cette action présente l'avantage de pouvoir profiter aux créanciers qui ne bénéficient pas du droit d'opposition. D. La disparition du patrimoine professionnel. La naissance automatique du patrimoine professionnel avec celle de l'activité a pour corollaire sa disparition en même temps que la cessation de l'activité. Cette disparition s'opère dans deux hypothèses, la cessation d'activité ou le décès de l'entrepreneur. Article L526-22 Code de commerce. 1. La cessation de l'activité. Le législateur prévoit que la cessation de l'activité professionnelle indépendante entraîne la réunion des patrimoines. Il n'a donné aucune précision sur les contours de cette cessation. La radiation de l'EI entraîne la cessation de l'activité. En revanche, se pose la question de savoir s'il y a aussi cessation et donc réunion des deux patrimoines lorsque l'entrepreneur cesse son activité de façon temporaire. La loi est silencieuse à ce sujet. Il faudra compter sur la jurisprudence pour répondre. Du PT de vue de la lettre du texte, pas de précision sur la cessation.
Du PT de vue de l'esprit du texte, l'entrepreneur se trouve encore dans une situation où ce mécanisme de protection lui serait utile. 2. Le décès de l'entrepreneur. Le législateur prévoit expressément que le décès de l'entrepreneur entraîne la réunion des deux patrimoines, L 526-22. Ses créanciers professionnels et personnels se retrouvent alors avec un droit de gage commun. Toutefois, afin de préserver le patrimoine personnel, et les ayants droit, le législateur a réservé l'hypothèse où il y aurait cessation des paiements. Seulement dans cette hypothèse, la séparation des patrimoines peut être maintenue. Première question, un avocat qui exerce dans une SEL est assigné en paiement par un créancier professionnel. Il invoque le bénéfice de la séparation de ces deux patrimoines, qu'en pensez-vous? Pas de séparation des patrimoines, car régime de l'EI inapplicable, l'avocat exerce au sein d'une société. Il n'est pas entrepreneur individuel. Article L 526-22 Alain du Code de commerce, un EI exerce en son nom propre, celui qui exerce au sein d'une société ne peut pas bénéficier du régime. Jurisprudence CE 2024. Deuxième cas, monsieur A exerce en son nom propre une activité de vente de matériel reconditionné depuis le 14 novembre 2021. Il veut savoir s'il bénéficie du nouveau statut de l'EI, mettant à l'abri des créanciers professionnels son patrimoine personnel. Ayant débuté son activité avant le 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur de la loi, il ne bénéficie pas du régime de la séparation des patrimoines pour les dettes nées avant cette date. Il en bénéficiera pour les dettes nées après. Fondement juridique, le décret date du 14 mai donc application le 15 mai. Sur l'immatriculation, article L 526-23. Monsieur a utilisé l'ordinateur de sa fille étudiante pour faire des factures après une panne de son portail. Il utilise le véhicule familial pour des livraisons. Suite au non-paiement d'une facture, un créancier a exercé une mesure conservatoire sur ces deux biens. Pour lui, ces deux biens dépendent du patrimoine personnel. Deux critères, la titularité et l'utilité. Ici, le critère de la titularité n'est pas rempli. Il lui revient de prouver que l'ordinateur ne lui appartient pas. On a aussi un autre élément qui peut être intéressant, monsieur a entend contester ces mesures, or l'alinéa 8 prévoit que l'entrepreneur peut engager la responsabilité du créancier en cas de poursuite sur un bien qui n'appartient manifestement pas au patrimoine professionnel. Une SARL a vendu à monsieur A du matériel pour sa piscine. À la suite de dysfonctionnements dus à de mauvaises manipulations, monsieur A refusé de régler le solde restant dû. Afin d'empêcher la société de recouvrer sa créance, il décide de ne plus se verser de rémunération. En vertu de 526 à 22 al 7, si le patrimoine perso est insuffisant, le créancier perso peut saisir le bénéfice de l'EI. En plus il n'est pas insolvable donc ça sert à rien. Troisième cas, Madame M exerce une activité de vente de prêts à porter pour enfants. Elle s'engage dans une reconversion professionnelle, et cède son entreprise à Madame O. Elle souhaite que la cession reste très discrète. En effet, elle exerçait l'activité dans un local dont elle est copropriétaire indivise avec sa sœur qui n'est pas au courant de ses projets. Elle s'était engagée envers sa sœur à ne pas céder le local. De plus, Madame M doit encore régler une créance à un fournisseur qui l'a déjà informé qu'il ne croit pas en le potentiel de chef d'entreprise de Madame O. Elle souhaite que la cession soit discrète. Monsieur Z souhaite céder son entreprise ouverte début 2023. Voici sa situation financière. Parmi les créanciers, on a les salaires du mois d'avril à échoir pour un montant de 47 000 €. Une créance de l'URSSAF échue pour 27 000 €. Taxes et impôts divers 11 000 € à échoir. Dette fournisseur pour un montant de 57 000 €, dette échue. Autorisation de découvert, à échoir, 20 000 €. Location gérance du FDC. FDC, ensemble de biens corporels et incorporels affectés à une activité commerciale. Le fonds est un bien distinct des éléments qui le composent. Diverses opérations peuvent concerner le fonds, son transfert de propriété, sa LG, son utilisation en tant que garantie. Ce qui nous intéressera ici c'est la LG. La LG c'est un contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un FDC en concède la location à un gérant, qui l'exploite à ses risques et périls. Dès lors que le contrat répond à cette définition, il doit être qualifié de contrat de location-gérance, peu importe comment les parties ont décidé de l'appeler. Ce contrat est régi par les articles L144- et S du Code de commerce. On verra les conditions, les effets, et la fin de la location-gérance. Section 1. Les conditions de la location-gérance. 1. Les conditions de fonds. A. L'objet du contrat. L'objet du contrat de LG est nécessairement un fonds de commerce ou un fonds artisanal. Cette condition suppose l'existence d'une clientèle personnelle et indépendante, première CIV 9 juillet 2008. L'existence de cette clientèle est appréciée au jour de la signature du contrat, CH comme 27 octobre 2009. Attention, à défaut de clientèle personnelle et indépendante, le contrat est nul. CH comme 10 février 2021, la Cour de cassation a considéré que ne constitue pas un contrat de LG la location d'un snack-bar dans un camping, car l'activité de ce snack-bar n'était accessible qu'à la clientèle du camping. Le snack-bar n'avait aucune autonomie dans le fonctionnement de l'activité. La cessation temporaire de l'activité n'implique pas nécessairement la disparition de la clientèle. En ce sens, 3e CIV 15 septembre 2010 au fond pour lequel l'entrepreneur était décédé. À l'inverse, la jurisprudence a déjà pu considérer qu'une cessation prolongée qui entraîne la disparition de la clientèle a pour conséquence l'absence de fonds. Lorsque l'activité est soumise à autorisation, licence ou enregistrement, une vérification préalable s'impose sur les conditions de moralité, de sécurité et de compétence. L'autorisation est parfois personnelle au gérant. Le LG doit avoir obtenu personnellement cette autorisation, licence ou enregistrement, débit de boissons, agence de voyage, fabricant d'armes. Pour certaines activités, la LG n'est pas permise, en particulier les pharmacies. Petite exception en cas de décès mais elle n'est pas sûre. En présence d'un bail commercial,
la location-gérance du fonds ne doit pas avoir été interdite par une clause du contrat. Ça serait par exemple une clause qui impose au gérant d'exploiter personnellement le fonds. Dans ce cas, il ne peut pas conclure un contrat de LG. B. Les conditions relatives au preneur. Le preneur n'est soumis à aucune obligation spécifique. Il doit simplement remplir les conditions de droit commun d'accès à l'activité. Donc, sur ces conditions de droit commun, le preneur doit être immatriculé au RCS ou répertoire des métiers. Toutefois, si cette qualité résulte de la LG, l'immatriculation peut avoir lieu après la conclusion du contrat. Le non-respect de cette obligation n'entraîne pas la nullité du contrat. La conséquence concernera surtout les rapports entre bailleurs et les tiers. C'est seulement à partir du jour où le bailleur est radié du RCS ou RM qu'il peut opposer la cessation de l'activité. À côté de l'immatriculation, il faut que le preneur locataire gérant ait la capacité commerciale, majeur, capable ou mineur émancipé. Ce locataire gérant ne doit pas tomber sous le coup d'une incompatibilité, fonctionnaire, avocat, notaire. Il ne doit pas non plus avoir été frappé d'une faillite personnelle, interdiction de gérer ou banqueroute. Un contrat de location-gérance conclu avec un locataire gérant qui n'a pas la capacité commerciale serait nul. Toutefois, vis-à-vis des tiers, le locataire gérant ne peut pas se prévaloir de cette incompatibilité pour échapper aux conséquences de l'activité. C. Les conditions relatives au bailleur. Le bailleur doit être le propriétaire ou l'exploitant du fonds de commerce article L144-1 du Code de commerce. Le locataire gérant en principe n'a pas le droit à son tour de sous-louer, sauf clause contraire. Là aussi, si le bailleur n'est pas le propriétaire ou l'exploitant, le contrat est nul au article L144-10. En revanche, les co-contractants ne peuvent pas invoquer cette nullité à l'égard des tiers. Dans les deux cas, les tiers sont assez favorisés, ils ont le choix entre invoquer la nullité du contrat ou sa validité. Sur les sanctions, L1444-10 ajoute à la nullité la déchéance de la propriété commerciale. Autrement dit, les parties n'auraient pas de droit au renouvellement du bail, ni de droit à une indemnité d'éviction. Sur le bailleur propriétaire ou exploitant, il y a des situations particulières. Parmi ces situations, celle de l'usufruitier en cas de démembrement. L'usufruitier d'un fonds peut-il le donner en location-gérance? Cet acte ne fait pas partie de ce qu'il ne peut réaliser sans le concours du nu propriétaire, car pas dans la liste de 595 du CCV. Au contraire, la location-gérance participe à la jouissance du fonds, de qui relève du pouvoir de l'usufruitier. L'usufruitier d'une fonds peut alors le donner en location-gérance. Cependant, il y a une nuance concernant la durée du contrat consenti par le seul usufruitier, il doit se conformer au deuxième alinéa de l'article 595 du Code civil. Si la durée du contrat excède 9 ans, en cas de cessation de l'usufruit, le contrat n'a force obligatoire à l'égard du nu propriétaire que pour la période restant à couvrir de la première, deuxième ou troisième période dénommée. Si le bailleur n'est pas commerçant, le contrat de location-gérance constitue un acte civil. Le mineur émancipé est capable de tous les actes de la vie civile. Il pourrait donc conclure le contrat sur le fonds qu'il aurait reçu par succession ou donation. En revanche, si on a affaire à un mineur non émancipé, seuls ses parents peuvent conclure un contrat de location-gérance, car disposent d'un droit de jouissance sur le bien. En ce qui concerne les majeurs protégés, s'ils sont sous tutelle ou curatelle, le contrat doit être conclu avec l'assistance du tuteur ou curateur. En revanche, si le majeur est seulement sous sauvegarde de justice, il peut conclure l'acte seul. S'agissant des époux communs en bien, soit le fonds est un bien propre de l'époux bailleur, et peut alors conclure le contrat sans l'accord de l'autre, soit le fonds est un bien commun, et la seule l'époux exploitant peut le donner seul en location-gérance. En revanche, si le conjoint participe à l'activité, il faut son consentement exprès. À défaut, l'époux peut demander la nullité du contrat dans un délai de 2 ans à compter du jour où il en a connaissance. Deuxième ancienne condition tenant au bailleur, avant, le bailleur devait avoir exploité personnellement le fonds durant une période de 2 ans. Cette condition a été supprimée en 2019 par la loi Swelly désormais, plus de conditions d'exploitation préalables. Il ne doit pas être en procédure collective, car la conclusion d'un contrat de location-gérance est exclue en période d'observation. La conclusion d'un contrat de location-gérance ne redevient possible qu'après l'adoption d'un plan de cession. Dans ce cas, le cessionnaire est le locataire gérant. La cession doit avoir lieu dans les 2 ans qui suivent le jugement qui arrête le plan. 2. Les conditions de forme et de publicité. A. L'absence de forme exigée. La loi ne contient aucune condition de forme concernant le contrat de location-gérance. La loi reste également silencieuse sur le contenu du contrat. La location-gérance ne prend pas forcément la forme d'un contrat écrit. D'ailleurs même le droit fiscal n'exige pas d'enregistrement. Toutes les formes sont donc possibles verbales, SSP, AE. Les parties sont libres mais un écrit est quand même mieux, pour la preuve et la publicité. B. La publicité de la location-gérance. Le contrat doit, dans les 15 jours de sa conclusion, faire l'objet d'une publicité sous forme d'extrait ou d'avis dans un JAL, afin d'informer les tiers. Le contenu de cette publicité n'est pas précisé. Aucune publicité n'est en revanche exigée pour le renouvellement tacite du contrat, en l'absence de modifications relatives à la nature de l'exploitation et à la personne de l'exploitant. Le défaut de publicité n'est pas directement sanctionné. Il n'entraîne pas la nullité du contrat. Cependant, la publicité reste quand même importante pour le bailleur, car elle fait courir des délais. Par exemple, délai dans lequel les créanciers peuvent demander un paiement immédiat de leurs créances. Section 2. Les effets du contrat. Effets entre les parties et à l'égard des tiers. 1. Les effets entre les parties. La conclusion d'un contrat de location-gérance fait peser sur les 2 parties certaines obligations. A. Les obligations du bailleur. Le bailleur doit mettre le fonds à la disposition du location-gérance, l'entretenir, et en assurer la jouissance paisible. 1. L'obligation de délivrance. Cette obligation résulte de l'article 1719 1° du Code civil.
La liberté contractuelle permet d'insérer dans ces contrats des clauses particulières qui viendront préciser les conditions et modalités de cette délivrance. Par exemple, le contrat peut insérer une présentation de clientèle. Ou encore prévoir que le locataire gérant prend le fonds dans l'état dans lequel il se trouve. Cette obligation de délivrance concerne les biens qui composent le fonds. Il peut être opportun pour les parties de dresser dans le contrat un inventaire des biens loués. Les documents comptables ne font pas partie du fonds. Le bailleur n'a aucune obligation en principe de les transmettre au locataire gérant. Les parties doivent exprimer clairement leur volonté contraire dans le contrat, si elles désirent une délivrance de. L'inexécution de cette obligation de délivrance par le bailleur peut entraîner exécution forcée, résiliation du contrat, ou indemnisation du locataire gérant. Le locataire gérant peut aussi être autorisé à suspendre le paiement des loyers. 2. Obligation d'entretien. Cette obligation résulte de l'article 1719-2 du Code civil impose au bailleur d'entretenir le fonds en état de servir à l'exploitation. Les travaux et réparations incombent au bailleur, et concernent tous les éléments du fonds. Le bailleur là aussi engage sa responsabilité en cas d'inexécution. La sanction peut aussi tenir à une exécution forcée ou résiliation du contrat. Le locataire gérant peut même faire exécuter les travaux aux frais du bailleur. 3. L'obligation de jouissance paisible. Elle est prévue par l'article 1719-3 du Code de commerce. Cette obligation inclut une garantie du fait personnel et une garantie d'éviction. Au titre de la garantie du fait personnel, le bailleur ne doit pas porter atteinte aux éléments du fonds. Il n'a pas le droit par exemple de se rétablir directement ou par personne interposée pour pratiquer la même activité pâle que le fonds. Cette interdiction ne s'applique pas pour les activités accessoires, et pas non plus aux membres de la famille du bailleur, quand bien même ils auraient participé à l'exploitation. En cas d'inexécution, le location gérant peut obtenir soit l'exécution forcée soit la location de DI, soit la résiliation du contrat. Au titre de la garantie d'éviction, la seule remarque à faire c'est que le bailleur est tenu des prétentions que les tiers pourraient avoir sur le bien, par exemple sur la propriété du fonds. B. Les obligations du locataire gérant. Le locataire gérant doit user de la chose en bon père de famille conformément à sa destination, et évidemment payer le loyer. Sur cette première obligation, elle est imposée par l'article 1728 du Code civil, obligation d'user, donc d'exploiter le fonds. Cette exploitation doit être personnelle, car le contrat de location-gérance est un contrat intuitu persona. Le locataire, sauf clause contraire, ne peut pas céder le bail ou sous-louer. En bon père de famille, ça signifie que le locataire gérant doit exploiter le fonds sans interruption, afin d'assurer la conservation du fonds, et le faire fructifier. Obligation d'user de la chose conformément à sa destination, le locataire gérant ne peut pas modifier l'objet de l'exploitation. Il ne peut pas étendre l'activité ni en ajouter une nouvelle, sauf clause contraire. Obligation de payer le loyer. Ce loyer est plus communément appelé redevance. Son montant, mode de calcul, sa forme, et les dates de versement sont prévus dans le contrat de location-gérance, et relèvent de la liberté contractuelle. Cette redevance peut être fixe, ou proportionnelle au Canada. 2. Les effets à l'égard des tiers. Le contrat de location-gérance est en principe opposable aux tiers, notamment aux créanciers de chacune des parties. A. Les créanciers du bailleur. 2 points. D'abord, l'exigibilité immédiate des dettes du bailleur. 1. L'exigibilité immédiate des dettes du bailleur. Du fait de sa location-gérance, le fonds peut perdre de sa valeur, et ainsi diminuer le gage des créanciers du propriétaire. De plus, le bailleur peut être amené à répondre des dettes du locataire gérant en l'absence de publicité du contrat mettant ainsi en concours les créanciers du bailleur avec ceux du locataire. En somme, confier la location-gérance d'un fonds à un tiers, fait peser un risque sur l'avenir du fonds. Face à cela, l'article L144-6 du Code de commerce dispose que, au moment de la LG, les dettes du loueur de fonds, afférentes à l'exploitation du fonds, peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le TAL de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement. Elles peuvent être ou non assorties de sûreté. Cette exigibilité immédiate des dettes du bailleur n'est accessible que si le juge considère que la location-gérance met en péril leur recouvrement. Les créanciers du bailleur doivent la demander en justice, devant le TAL de commerce du lieu de situation du fonds. Ils peuvent le faire dans un délai de 3 mois suivant la publication de la location-gérance. Les contrats passés par le bailleur, y compris à l'occasion de l'exploitation du fonds, ne produisent pas d'effet à l'égard du locataire gérant, sauf engagement de celui-ci. Des exceptions existent quand même. Il y a notamment les contrats de travail, exception légale. Évidemment, des exceptions peuvent être prévues dans le contrat, afin de transférer aux locations gérants les contrats utiles à l'exploitation du fonds. B. Les créanciers du locataire gérant. Auparavant, le législateur prévoyant une garantie légale importante et efficace article L144-7 du Code de commerce, il n'agissait d'une solidarité du bailleur à l'égard des créanciers du locataire gérant, pendant un délai de 6 mois à compter de la publication du contrat. La loi Sapin 2 de 2016 a abrogé cette disposition, et a réduit le champ d'application de la solidarité à l'hypothèse du défaut de publicité. Le bailleur est solidairement tenu des dettes du locataire gérant jusqu'à la publication. Cette solidarité ne vaut toutefois que pour les dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds. Cette exigence fait l'objet d'une interprétation particulièrement stricte de la part de la jurisprudence. La jurisprudence affirme que la dette doit avoir été contractée par le locataire gérant en tant que tel, autrement dit, il ne faut pas qu'il ait contracté la dette avant. La jurisprudence a ajouté que la dette doit être nécessaire à l'exploitation du fonds. Cette solidarité est exclue lorsque le bail a été consenti par un mandataire de justice, régulièrement, dans le cadre de ses fonctions. Là encore, cette solidarité suppose une assignation du bailleur par un créancier du locataire gérant devant le tribunal de commerce. En cas de condamnation par le TC, le bailleur dispose d'un recours contre le gérant. Section 3. La fin de la location-gérance. La location-gérance peut prendre fin pour diverses raisons. 1. Les causes de la fin de la location-gérance.
plusieurs événements peuvent conduire à la fin de la location-gérance. Il peut s'agir premièrement de l'arrivée à terme du bail à durée déterminée. Contrairement aux baux commerciaux, il n'y a pas de droit au renouvellement en matière de location-gérance, ce qui n'empêche pas de le prévoir dans le contrat. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, il peut être dénoncé par chacune des parties à deux conditions, le congé ne doit pas être équivoque, et doit respecter un préavis suffisant. Dès lors qu'on a suffisant, ça relève de l'appréciation souveraine des JDF. Il est toujours possible de prévoir des modalités précises de rupture dans le contrat. Le contrat peut aussi être résilié d'un commun accord, suite à une inexécution fautive, ou encore du fait de l'impossibilité d'exploiter le fonds pour une cause étrangère au fait des parties. Une clause résolutoire est généralement prévue au contrat. Elle indique les inexécutions qui entraînent une résiliation automatique. Dans ce cas, le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation. Il doit simplement constater la résolution. En l'absence de clause résolutoire, la résiliation est nécessairement judiciaire. Une MED est d'abord adressée au débiteur de l'obligation, puis une action en justice est exercée à défaut de réponse satisfaisante. Le juge n'est pas obligé d'accueillir la demande. Autre cause de la fin du contrat de location-gérance, le décès du locataire gérant. Il entraîne la fin du contrat. Son décès entraîne la fin du contrat. Ce n'est pas le cas du côté du bailleur, le contrat continuant avec les ayants droit. Dernière cause, le prononcé d'une faillite personnelle, ou interdiction de gérer, met fin au contrat. 2. Les effets de la fin de la location-gérance. La fin de la location-gérance doit donner lieu à la même publicité que la conclusion du contrat. Un avis doit être inséré dans un JAL, dans les 15 jours suivant la fin du contrat. Cette obligation de publicité n'est pas directement sanctionnée, mais la publicité rend la fin du contrat opposable au tiers. Les parties ont donc tout intérêt à ne pas la retarder. Cette publicité doit être complétée par la radiation du locataire gérant du registre dans lequel il est inscrit. Sur les effets, il y en a à l'égard du bailleur, du locataire gérant, et à l'égard des tiers. A. Les effets du locataire gérant. 1. La restitution du fonds. Il a une première obligation, celle de restituer le fonds au bailleur. En principe, la restitution est volontaire. À défaut, le locataire gérant devient occupant sans droit ni titre. Il peut alors être expulsé sur décision du juge des référés. Le cas échéant, il aura l'obligation de verser une indemnité pour la période où il a poursuivi l'exploitation du fonds sans contrat. La restitution doit porter sur tous les éléments du fonds dans l'état où il se trouvait lors de la conclusion du contrat. D'où l'intérêt d'insérer dans le contrat un état descriptif des biens. À défaut de ce document, les éléments doivent être restitués en bon état. Si le bailleur prétend qu'il manque un élément, la charge de la preuve lui incombe. En cas de dépréciation des éléments, la responsabilité du locataire peut être engagée à moins qu'il ne démontre qu'il n'a commis aucune faute. 2. Le droit de rétablissement. Dès la fin du contrat, le locataire peut, à défaut de stipulation contraire, se réinstaller et faire concurrence au bailleur. Ce droit résulte de la liberté du commerce. Cependant, cette concurrence doit rester loyale. Il doit s'abstenir de détourner la clientèle du fonds du bailleur. Il est fréquent en pratique qu'une clause prévoit une obligation de non-rétablissement. Comme la clause de non-concurrence doit être limitée dans l'espace et dans le temps, et doit être proportionnelle aux intérêts légitimes du bailleur. Attention, un tel engagement de non-rétablissement est personnel. Il n'engage donc pas les conjoints, la famille du locataire gérant. B. Les effets à l'égard du bailleur. Le bailleur est essentiellement tenu d'une obligation de restitution du DG, sous réserve que le locataire gérant ait intégralement respecté ses propres obligations. À défaut, le bailleur peut retenir le dépôt de garantie. Dans l'hypothèse où le bailleur est également propriétaire du fonds, il peut être amené à verser une indemnité exceptionnelle au location gérant. Prévu article L145-46 du Code de commerce. Cette indemnité a vocation à être versée si des améliorations matérielles ont été réalisées sur le fonds par le locataire avec l'autorisation du bailleur. C. Les effets à l'égard des tiers. L'article L144-9 du Code de commerce prévoit que la fin du contrat de location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds, contractées par le location-gérance pendant la location-gérance. Il s'agit d'une déchéance du terme qui s'opère de plein droit. Concernant les contrats passés par le location-gérant, ils ne sont pas transmis au bailleur en principe, en vertu de l'effet relatif des contrats. Toutefois, une clause contraire peut prévoir la transmission des contrats importants au bailleur, sous réserve de l'accord des cocontractants tiers au contrat de location-gérance. Là aussi, ce principe de non-transmission ne s'applique pas aux contrats de travail. Pour ces derniers, au contraire, la transmission est de principe, à deux conditions. La même entreprise doit continuer à fonctionner. Le fonds doit retourner dans le patrimoine du bailleur. Si le fonds est devenu inexploitable, le bailleur n'est pas tenu de reprendre le personnel, arrêt CH SOC 3 avril 2024. Les GIE. Ils sont régis par les articles L651-1 du Code de commerce. Ils ont rencontré un succès pratique incontestable. Ils permettent des collaborations limitées à la mise en commun de moyens au sein de structures qui maintiennent l'indépendance juridique et économique des participants. Section 1. La nature juridique des GIE. Les GIE sont des personnes morales, précisé article L251-4 du Code de commerce. Ils acquièrent la personnalité dès leur immatriculation au RCS. Ils peuvent donc facilement entrer en relation avec les tiers. Ils ont une dénomination, un siège, une nationalité, un patrimoine. Ils peuvent acquérir, vendre des biens, ester en justice, et être poursuivis. Ils peuvent recevoir des subventions, des donations, être titulaires de valeurs mobilières. Même s'ils constituent une personne morale, le GIE se distingue de la société à plusieurs égards. Tout d'abord, la société qui cherche à réaliser une économie se limite à ce but. Elle met en œuvre une collaboration réduite à sa plus simple expression.
Au contraire, le GIE a un objet plus ambitieux, plus dynamique. Il tend à développer l'activité de ses membres, et la recherche d'une économie n'est qu'un moyen parmi d'autres pour atteindre cet objectif. En second lieu, l'objet du groupement doit être le prolongement de l'activité de ses membres, ce qui n'est pas le cas en société. Les groupements ne supposent pas nécessairement d'apport, alors que c'est un élément essentiel des sociétés. Les GIE peuvent avoir un caractère civil ou commercial par la forme, et leur immatriculation au RCS n'entraîne aucune présomption de commercialité. Pour savoir si un GIE a un caractère civil ou commercial, il faut se rapporter exclusivement à son objet effectif, aux opérations qui constituent son activité. En ce sens, CM comme 15 juin 2010, caractère civil. L'article L251-1 du Code de commerce dispose que l'objet du GIE n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, mais de développer l'activité de ses membres et de faciliter leur activité. Le GIE est neutre au regard des bénéfices. Si l'exercice se solde par un profit, l'Assemblée des membres doit en principe constater son existence et décider de sa répartition immédiate entre eux. Ça n'empêche pas qu'une partie des résultats soit mise en réserve pour les besoins de la réalisation de l'objet légal du groupement. Jurisprudence CH comme 6 mai 2014. À défaut de clause dans le contrat constitutif, ou d'une décision d'assemblée, le membre qui se retire du GIE, ou qui en est exclu, n'a aucun droit sur les sommes mises en réserve. En ce sens, CH comme 19 janvier 2016. Bien qu'elle soit liée à celle de ses membres, l'activité du GIE lui est propre. Il a une personnalité distincte comme on l'a vu, donc exerce son activité conformément à son objet, dans le cadre fixé par le contrat constitutif. Toutefois, la liberté de choix des membres quant à l'activité du GIE se heurte à une double limite. Premièrement, comme toutes les personnes morales, les GIE ne doivent pas avoir un objet contraire à l'ordre public. Parmi les hypothèses qui se présentent, on note que le GIE doit respecter les règles du droit de la concurrence. Plusieurs arrêts ont sanctionné des GIE qui n'ont pas respecté l'entente. 2 arrêts, 5 mai 1995 et 5 mars 1996. La seconde limite est propre au GIE. Les membres doivent respecter la spécificité de son objet. Le GIE ne peut pas exercer n'importe quelle activité. Son objet doit avoir un caractère économique. Activité de production, distribution ou service. Le GIE constitue en effet une structure d'appoint qui a pour objet de satisfaire des besoins accessoires pour ses membres mais communs à tous. Section 2, la constitution des GIE. Il y a des conditions de fond et de forme. 1. Les conditions de fond. Elles portent sur les membres A et les apports B. A. Les membres. Pour constituer un GIE, il faut être 2 ou plusieurs membres. Les GIE sont accessibles à toutes les personnes physiques ou morales, françaises ou étrangères, qui exercent une activité économique et qui jouissent de la capacité de droit commun. L'adhésion à un GIE doit être volontaire. Elle ne peut pas être imposée par exemple lors de la signature d'un bail commercial. À l'égard des tiers, sont présumés membres du GIE ceux qui figurent en cette qualité au RCS, CH comme 1er mars 1988. Les membres doivent exercer une activité économique susceptible d'être développée ou améliorée par leur participation au groupement. Le caractère économique est large. Il inclut toute activité qui intervient à propos de la production, de la circulation ou de la distribution de biens et de services. Il peut s'agir d'activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales. En revanche, les activités culturelles, religieuses ou politiques relèvent du domaine des associations. L'activité doit être exercée pendant toute la durée d'adhésion au GIE, à peine de nullité. Il est donc prudent de stipuler dans le contrat constitutif l'exclusion ou le retrait obligatoire du membre dont l'activité cesserait. Le GIE peut prévoir aussi des conditions particulières d'adhésion, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la concurrence, qu'elles sont objectives, transparentes et non discriminatoires. L'article L251-20 du Code de commerce prévoit aussi la dissolution du GIE si un des membres est frappé d'incapacité, ce qui se justifie par l'existence d'une obligation indéfinie ou solidaire au passif. Là aussi, il serait prudent de prévoir dans le contrat constitutif une exclusion ou un retrait pour un membre qui serait frappé d'incapacité. B. Les apports. Les GIE peuvent se constituer avec ou sans capital, article L251-3 du Code de commerce. Pourquoi ? Le capital en principe représente le gage des créanciers. Or, les membres du GIE sont solidairement tenus du passif sur leur patrimoine propre, en vertu de l'article L251-6 du Code de commerce. L'existence d'un capital social a ici moins de sens. Toutefois, ça ne signifie pas qu'un GIE est toujours constitué sans apport. Comme pour les sociétés, 3 types d'apports possibles. Les membres peuvent effectuer des apports en numéraire, en contrepartie desquels ils reçoivent des droits qui ne sont pas nécessairement proportionnels à la somme apportée. Au lieu d'apports en numéraire, ou en plus de ceux-ci, le contrat constitutif du groupement peut prévoir aussi que les membres verseront un droit d'entrée ou une cotisation. Ce procédé est avantageux du point de vue fiscal, il évite le paiement de droits d'enregistrement sur les apports, et permet en principe à chaque membre de déduire ce montant de son revenu imposable. La différence est que cette somme n'est pas susceptible de reprise en cas de dissolution du GIE contrairement à un apport en numéraire. Les apports en nature peuvent porter sur la propriété ou la jouissance d'un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel. Les risques sont pour le GIE, en cas d'apport en propriété, et pour l'apporteur en cas d'apport en jouissance. Pour les GIE, la vérification de la valeur des apports en nature n'est pas prévue, en ce qu'elle ne présente aucun intérêt du point de vue de la protection des créanciers du fait de l'obligation indéfinie et solidaire des membres passifs. Un GIE peut enfin être constitué d'apports en industrie et peut être constitué uniquement d'apports en industrie. Ces apports ne font pas partie du capital social, mais ils donnent lieu à l'attribution de droits selon les modalités définies par le contrat constitutif. En pratique, un GIE repose sur une participation active de ses membres, donc prévoir des apports en industrie n'est pas forcément pertinent. 2. Les conditions de forme.
Elle figure article L251-4 et S du Code de commerce. Dans ces conditions de forme, certaines tiennent au contrat lui-même. A. Le contrat constitutif. La formalité pâle réside dans la signature par tous les membres du contrat de groupement. Ce contrat peut être conclu sous la forme authentique, ou SSP. Ce contrat est essentiel à deux égards. D'abord, il matérialise la volonté de participer au groupement, et organise les relations futures entre les membres. En la matière, le Code de commerce s'en remet largement à la volonté des membres quant au fonctionnement du GIE. Le contrat doit être suffisamment complet pour éviter les ambiguïtés, suffisamment précis pour s'adapter à la volonté des membres, mais doit rester assez souple pour qu'il y ait un intérêt à constituer un GIE. Le contenu du contrat est précisé par l'article L251-8 du Code de commerce. Il doit contenir la dénomination du groupement, la durée pour laquelle il est constitué, son adresse, etc., voire. L'article -9 prévoit les conditions d'accès des membres nouveaux, et les modalités de retrait. Le contrat constitutif est parfois complété par un règlement intérieur qui a la même autorité que lui. Ce règlement doit être expressément accepté par tous les membres. Cependant, il ne fait pas l'objet d'une publicité légale. Il garde donc un caractère confidentiel. B. La publicité. Les formalités débutent par l'enregistrement, qui donne lieu à perception d'un droit fixe s'il n'y a pas de capital, ou à un droit proportionnel au montant des apports dans le cas contraire. Cette publicité n'est enfermée dans aucun délai, mais tant qu'ils ne sont pas immatriculés, les GIE n'ont pas la personnalité morale. Ils ne peuvent donc pas commencer leur activité. L'immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au BODAC article L123-155. Sur le contenu de cet avis, se référer à l'article R123-157. Ici, pas de publicité dans un JAL. Elle confère la personnalité morale au GIE, et rend le contrat opposable au tiers. Une fois que l'immatriculation au RCS a été effectuée, l'Assemblée des membres du GIE peut ratifier les actes accomplis au nom du GIE en formation. Dans ce cas, l'acte est réputé avoir dès l'origine été accompli par le GIE. C. La sanction des irrégularités. La nullité est encourue en cas de violation d'une disposition impérative des articles L251- et S du Code de commerce. Une régularisation est cependant possible même après une demande d'annulation, sauf si l'objet est illicite. L'action en nullité se prescrit par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue. Sauf en cas de violation d'une disposition d'ordre public. Si elle est prononcée, la nullité du GIE n'est pas rétroactive. Elle est également inopposable au tiers de bonne foi. En cas d'irrégularité, les membres du GIE sont aussi responsables des dommages que cela aurait pu causer. Section 3. Le fonctionnement du GIE. Le GIE est administré par une ou plusieurs personnes choisies parmi les membres du GIE ou en dehors de ses membres. Les conditions de nomination sont librement prévues soit par le contrat constitutif, soit par l'AG des membres, et les nominations effectuées au cours de la vie du GIE doivent être publiées dans le délai d'1 mois. La rémunération de l'administrateur est librement fixée également dans le contrat ou par l'Assemblée. L'Assemblée des membres du GIE constitue l'organe de délibération. Le contrat prévoit les conditions de quorum, de majorité pour les décisions. Si le contrat reste silencieux, les décisions doivent être prises à l'unanimité. Chaque membre dispose d'une voix, sauf stipulation contraire. Le contrôle de gestion est obligatoirement exercé par des personnes physiques. Il ne doit pas s'agir d'administrateurs du GIE, ni des personnes qui contrôleront les comptes. Quant au contrôle des comptes, le contrat constitutif fixe librement les conditions de nomination, et la mission des membres qui l'assurent. Ici, la nomination d'un CAC n'est pas obligatoire mais peut être prévue dans les contrats constitutifs. Quant aux membres, ils ont des droits et obligations envers le GIE et les tiers. Ils ont donc le droit de profiter des services du GIE, droit de participer aux bénéfices quand il y en a. Droit de participer aux assemblées, y voter, et de se retirer des GIE. Quant à leurs obligations, ils doivent libérer l'apport lorsque le contrat constitutif en prévoit. Ils doivent respecter les décisions prises en assemblée, et régler le cas échéant les cotisations fixées dans le contrat. Envers les tiers, les membres sont tenus solidairement des dettes du GIE sur leur patrimoine propre. Mais les créanciers du GIE ne peuvent poursuivre le paiement d'une dette contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le GIE par acte extrajudiciaire article L251-6 Code de commerce. Seuls les membres dont le nom apparaît au RCS sont tenus par cette obligation. Les membres sortants sont tenus jusqu'à inscription modificative, et les nouveaux membres répondent des dettes qui existent au moment de leur arrivée, sauf stipulation contraire dans le contrat constitutif. Chapitre 4. La fiducie. Selon l'article 2011 du Code civil, la fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. C'est donc une opération qui inclut 3 acteurs, constituants, fiduciaires, bénéficiaires. On verra sa constitution, son fonctionnement. Section 1. La constitution de la fiducie. 1. Les finalités de la fiducie. La fiducie peut remplir 3 fonctions. Premièrement, elle peut servir à gérer un patrimoine dans l'intérêt du constituant. C'est ce qu'on appelle la fiducie-gestion. Deuxièmement, elle peut servir à constituer une sûreté au profit d'un créancier du constituant, c'est la fiducie-sûreté. Elle peut servir à transmettre des droits ou biens à un tiers, c'est la fiducie-transmission. A. La fiducie-gestion. La fiducie-gestion permet au constituant de faire gérer de façon autonome un ou plusieurs biens ou droits en les extrayant de son patrimoine pour les soumettre au pouvoir du fiduciaire. Dans ce cas, le bénéficiaire est aussi le constituant, article 2016 du Code civil. C'est une opération rare en pratique, mais qui peut servir d'outil de gestion patrimoniale. Certains actifs tels que les fonds de commerce, instruments financiers, immeubles, voire des biens particuliers, bateaux. Toutefois, le cadre actuel de la fiducie limite les possibilités,
car seuls les établissements financiers et les avocats peuvent être fiduciaires. La gestion des biens n'intéresse pas nécessairement ces professionnels. De plus, les avocats ne peuvent exercer d'activités commerciales incompatibles avec leurs fonctions. Donc ils ne peuvent pas gérer de fonds de commerce ou de titres sociaux qui leur donneraient la qualité de commerçant. La fiducie gestion peut opérer sans dépossession, autrement dit le constituant peut conserver l'usage et la jouissance des biens fiducie, mais les protège grâce à un patrimoine d'affectation. En principe, les créanciers fiduciaires ne pourront se servir que sur le patrimoine fiduciaire, et les autres créanciers se serviront sur le patrimoine du constituant. Cette protection est très relative, car les patrimoines sont loin d'être si imperméables, car si le patrimoine fiduciaire est insuffisant, celui du constituant va devenir le gage commun de tous les créanciers. Elle peut aussi servir d'outil de gestion pour le patrimoine d'un majeur sous curatelle. Impossible pour un majeur sous tutelle de souscrire une fiducie. La fiducie gestion peut aussi être utile en droit des sociétés, par exemple pour sécuriser des pactes d'associés contenant un pacte de préférence ou une promesse de vente. Il s'agira alors de transférer les titres concernés dans un patrimoine fiduciaire, et le fiduciaire sera chargé d'exécuter les obligations qui résultent du pacte d'associés. La fiducie peut aussi éventuellement remplacer les conventions de vote. Les actionnaires transféreraient alors pour une durée déterminée à un fiduciaire l'exercice du droit de vote. B. La fiducie sûreté. Elle consiste à placer dans un patrimoine fiduciaire des biens ou droits en garantie d'une dette. Un contrat de fiducie sûreté peut être conclu avec un fiduciaire qui est également créancier bénéficiaire. Là aussi, elle peut être sans dépossession, ou avec dépossession. C. La fiducie transmission. Le législateur a autorisé la fiducie transmission à titre onéreux et non à titre gratuit. En présence d'une intention libérale, la fiducie serait nulle en vertu de l'article 2013 du Code civil. Ainsi, le bénéficiaire de la fiducie, lorsqu'il n'est pas le constituant lui-même, devra justifier d'une contrepartie équivalente en valeur, à la valeur des biens qui lui seront transmis par le fiduciaire au terme du contrat. Cette contrepartie n'est pas nécessairement financière. Il peut s'agir d'une prestation de service, à condition qu'elle réponde à la condition légale. Cette technique est intéressante pour faciliter la transmission et la pérennité d'une entreprise dans le cadre d'une succession conflictuelle. Elle permettra en effet de dissocier la propriété de l'entreprise de sa gestion, qui sera confiée quant à elle au fiduciaire. 2. La conclusion du contrat de fiducie. Premièrement, il faut nécessairement un acte juridique exprès. Le contrat de fiducie doit préciser expressément la volonté des parties d'établir un tel contrat, article 2012 du Code civil. La fiducie fait intervenir 3 acteurs, le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire. Il peut y avoir plusieurs constituants, fiduciaires et bénéficiaires. Le constituant ou le fiduciaire peut aussi être le bénéficiaire. Le contrat de fiducie doit préciser l'identité de chacun des acteurs concernés à peine de nullité, article 2018 du Code civil. Le constituant peut être toute personne physique ou morale. Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, il doit avoir la capacité de contracter, car la fiducie est un acte de disposition. Un mineur ne peut pas contracter une fiducie, et le législateur exclut également que ses représentants légaux le fassent pour lui, article 408-1 du Code civil. Un majeur sous tutelle ne peut pas non plus conclure un contrat de fiducie, article 509 du Code civil. En revanche, un majeur sous curatelle le peut, avec l'assistance de son curateur, article 468 du Code civil. Un majeur disposant de toutes ses capacités peut aussi, par prévoyance, mettre en place une fiducie, afin que son patrimoine soit géré conformément à ses souhaits s'il n'était plus en mesure d'assurer lui-même sa gestion. Dans ce cas, si la mise sous tutelle ou curatelle survient pendant l'exécution du contrat de fiducie, cela ne met pas fin au contrat. Le fiduciaire doit seulement rendre compte de sa gestion une fois par an au tuteur ou au majeur sous curatelle et son curateur. Le constituant peut aussi désigner un tiers chargé de la préservation de ses intérêts, article 2017 du Code civil. Si un tiers protecteur est désigné, le fiduciaire doit également lui rendre des comptes selon la périodicité fixée au contrat, article 2022. S'agissant des biens du constituant concerné, s'il s'agit de biens communs, la fiducie est considérée comme un acte de cogestion, donc pour un bien commun, le contrat doit être autorisé par les 2 époux. Même chose pour les biens indivis, tous les indivisaires doivent donner leur accord. Dans ces 2 hypothèses, la fiducie est établie par acte notarié à peine de nullité. Quant au fiduciaire, il ne peut pas être le constituant. Le législateur permet seulement aux établissements financiers et avocats d'être fiduciaires, article 2015 du Code civil. S'agissant des avocats, ils doivent effectuer une déclaration préalable à l'ordre, et souscrire une assurance spéciale qui garantira leur responsabilité civile professionnelle, mais aussi la restitution des biens placés en fiducie. L'avocat doit alors respecter les règles déontologiques propres à sa profession, et les règles du contrat de fiducie. Le bénéficiaire peut être le constituant, le fiduciaire, ou encore un tiers. Il peut y en avoir plusieurs, et le contrat doit préciser son identité, à peine de nullité. Ce contrat répond à un certain formalisme. Il faut un acte exprès et notarié dans certaines hypothèses, biens indivis ou communs, et le contrat, nécessairement écrit, doit obligatoirement contenir certaines mentions qui sont listées article 2018 du Code civil. S'il s'agit d'une fiducie sûreté, le contrat doit expressément mentionner, à peine de nullité, la dette garantie, et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire. Article 2372 à 2 du Code civil aux biens mobiliers ou droits, 2288 à 2 pour les immeubles. Quant aux formalités, le fiduciaire doit déclarer l'existence de la fiducie au service des impôts dans les 15 jours de sa création. Il doit aussi procéder à l'enregistrement à peine de nullité dans un délai d'1 mois. Enfin, le fiduciaire doit aussi inscrire la fiducie sur le registre national des fiducies. Articles 2019 et 2020. Section 2. Le fonctionnement de la fiducie. 3 paragraphes. 1. Le transfert du patrimoine fiduciaire par le constituant.
En vertu de l'article 2011 du Code civil, le constituant transfère au fiduciaire la propriété des biens, droits et sûretés objets du contrat. Ceci opère transfert des risques dans le même temps. Les biens mis en fiducie peuvent être nécessaires au constituant, il a donc la possibilité d'en garder l'usage ou la jouissance article 2018-1 du Code civil. Ce mécanisme est intéressant notamment en cas de fiducie-sûreté. 2. Le rôle du fiduciaire. À peine de nullité, le constituant et le fiduciaire définissent librement dans le contrat de fiducie la mission du fiduciaire et l'étendue de son pouvoir d'administration et de disposition article 2018. Les aménagements possibles sont nombreux, ils dépendent des objectifs poursuivis, les rédacteurs ont donc un rôle clé. Les contours des pouvoirs du fiduciaire sont importants car ils déterminent sa responsabilité. Le fiduciaire peut exercer sa mission gratuitement, mais en général une rémunération sera prévue, elle sera versée par le constituant. Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est supposé disposer de tous les pouvoirs sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance d'une limitation des pouvoirs, ce qui résulte de l'article 2023 de Code civil. Lorsqu'il agit pour le compte de la fiducie, le fiduciaire doit en faire expressément mention, en vertu de l'article 1021 du Code civil, et le fiduciaire doit rendre compte de sa mission au constituant selon une périodicité déterminée par le contrat. Article 2022 du Code civil. Il rend aussi compte de sa mission au tiers protecteur si le constituant en a désigné un. Le fiduciaire est responsable sur son patrimoine propre des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission, article 2026 du Code civil. S'agissant de la relation entre le constituant et le fiduciaire, l'inexécution contractuelle relèvera de la responsabilité contractuelle. Envers les tiers, le fiduciaire engage sa responsabilité délictuelle. Quant au bénéficiaire, s'il est considéré comme partie au contrat, s'il a accepté la fiducie, le fiduciaire engage sa responsabilité contractuelle, et s'il n'a pas accepté la fiducie, il est considéré comme un tiers, le fiduciaire engage à son égard sa responsabilité civile délictuelle. Il peut être opportun dans les contrats de fiducie de stipuler une clause pénale qui serait mise en œuvre en cas de non-respect du contrat par le fiduciaire. Cette clause pénale peut être assortie d'une clause d'arbitrage, il charge un arbitre de constater le manquement et d'ordonner l'attribution de la pénalité. Si le fiduciaire est un avocat, il encourt également des sanctions professionnelles s'il enfreint sa déontologie. 3. La protection des tiers. L'article 2025 du Code civil pose le principe selon lequel le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de son patrimoine. Toutefois, il ne faut pas oublier le droit commun, et en application de l'article 1157 du Code civil, les créanciers du constituant peuvent également utiliser l'action polienne pour attaquer un contrat qui aurait été conclu en fraude de leurs droits. L'article 2025 AL2 offre aux créanciers de la fiducie en cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire un droit d'action contre le patrimoine des constituants. Si le contrat l'a prévu, ces créanciers disposent même d'un droit d'action contre le patrimoine du fiduciaire. Section 3. La fin de la fiducie. Le contrat de fiducie peut prendre fin par révocation ou par extinction. 1. La révocation du contrat de fiducie. Elle peut être effectuée à l'initiative du constituant ou par décision de justice. En vertu de 2028 AL, le constituant peut mettre fin au contrat tant que le bénéficiaire ne l'a pas accepté. AL 2, même si les bénéficiaires a accepté le contrat de fiducie, le contrat peut être révoqué soit avec son accord, soit avec l'accord du bénéficiaire, soit par décision de justice. 2. L'extinction du contrat de fiducie. Les causes d'extinction de plein droit sont exposées article 2029 du Code civil. Parmi ces causes, la survenance du terme, la réalisation du but poursuivi par le contrat, ou l'extinction de la créance garantie si on est en présence d'une fiducie-sûreté. Il y a des causes d'extinction qui peuvent faire l'objet d'aménagements contractuels, 2029 AL 2. C'est notamment lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il peut alors y avoir extinction sauf stipulation contraire, et lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire, dissolution, ou s'il disparaît du fait d'une scission ou d'une fusion. Quelle est la conséquence de la fin du contrat? Le transfert du patrimoine fiduciaire au bénéficiaire, ou alors au constituant. Cas pratique. Sur la location-gérance. Monsieur X exerce une activité de vente de matériel esthétique. Il est propriétaire du fonds de commerce qu'il exploite, et va bientôt prendre sa retraite. Il envisage de conclure une location-gérance afin de continuer de percevoir des revenus. Monsieur Z est intéressé, il ne connaît rien à cette activité, et a juste entendu parler des revenus intéressants générés par le fonds et souhaite en tirer profit. Deux créanciers de Monsieur X sont inquiets. L'un lui a vendu un véhicule, l'autre lui a vendu un logiciel. Les deux créanciers ont demandé s'il. Monsieur X souhaite conclure rapidement le contrat de location-gérance. Deux questions, Monsieur X aimerait savoir si le contrat doit respecter certaines formes précises pour être valable. Et quels sont les moyens dont disposent les deux créanciers pour recouvrer leurs créances en cas de conclusion de leur contrat de location-gérance. Pas de formalisme, mais un écrit reste préférable pour la publication. Y a-t-il mise en péril du recouvrement des créances? Prendre la correction de Sorbe. Monsieur Karim est propriétaire d'un fonds de restauration rapide. Il décide de vivre à l'étranger pendant quelques années. Il signe en janvier 2024 un contrat de location-gérance avec Madame Lila pour une durée de 3 ans et moyennant une redevance mensuelle. Il était tellement pressé de s'expatrier qu'il a oublié de publier l'avis de mise en location-gérance dans un JAL. Mais en mars 2025, les clients déposent plainte contre le restaurant à cause d'une grave intoxication alimentaire. Madame Lila est poursuivie au pénal, mais les clients engagent aussi la responsabilité de Monsieur Karim, estimant qu'il est toujours responsable. Qu'en pensez-vous? La responsabilité civile d'un bailleur de fonds de commerce, en location-gérance, peut-elle être engagée en cas de dommages causés lors de l'exploitation par le locataire gérant, en l'absence de publication de la location-gérance dans un JAL? Article L144-7 du Code de commerce,
Tant qu'il n'y a pas eu de publicité, le bailleur est solidairement responsable avec le locataire gérant des dettes. Monsieur A propriétaire d'un fonds de commerce de prêt à porter à Toulouse. En mai 2022, il signe un contrat de location-gérance avec Madame Sonia pour une durée de 3 ans. Publication dans un JAL conformément à la loi. En mai 2025, le contrat arrive à échéance. Monsieur A refuse de le renouveler, il souhaite reprendre l'exploitation lui-même. Madame Sonia, qui a investi dans la modernisation du magasin et développé une clientèle fidèle, conteste cette décision et affirme avoir droit à une indemnité d'éviction. Monsieur Alphonse souhaite également que Madame Sonia règle l'intégralité des dettes du fonds avant de les lui restituer. Qu'en pensez-vous? Déjà sur le renouvellement. Quid des dettes contractées par Madame Sonia? Pas de droit au renouvellement prévu par la loi. Donc pas de droit sauf clause contraire. On a une jurisprudence CH comme 12 avril 2005, précise que l'article L145-17 du Code de commerce réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement du bail des locaux à usage commercial n'est pas applicable à la location-gérance. Attention, pas d'indemnité d'éviction prévue pour la location-gérance. Jurisprudence CH comme 1er janvier 1960, qui précise que sauf clause contraire, le gérant est tenu de restituer sans indemnité les éléments nouveaux inséparables de l'exploitation du fonds. Recopier énoncé sur quelqu'un d'autre. Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Avant de poursuivre le recouvrement d'une créance sur le patrimoine des créanciers, il faut mise en demeure préalable par acte extrajudiciaire. Deuxième cas, 3 entreprises dans le domaine agricole. Elles décident en septembre 2024 de créer un GIE afin de mutualiser leurs services de transport et de négociation avec des fournisseurs d'engrais. Le GIE est dirigé Monsieur MG, aucune limitation expresse de ses pouvoirs. En mars 2025, Monsieur Garnier conclut un contrat avec une grande chaîne de distribution pour commercialiser directement les produits agricoles des membres. Une des entreprises conteste ce contrat au motif que le GIE ne peut pas avoir d'activité commerciale propre, et une deuxième souhaite obtenir un droit de regard sur les décisions prises par le dirigeant, affirmant qu'il agit seul, sans les consulter. Qu'en pensez-vous? Une GIE peut-il avoir une activité commerciale? Le contrat de distribution est-il valable? Les membres peuvent-ils limiter les pouvoirs du dirigeant? Article L251-4. Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le groupement d'intérêt économique dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d'un bail commercial. Article L251-11 al 2 du Code de commerce, dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoir est inopposable aux tiers. Ils peuvent modifier le contrat constitutif et réduire les pouvoirs de l'administrateur, à l'unanimité sauf clause contraire. Cas pratique fiducie. M souhaite que ses biens soient gérés de manière pro sans perdre la propriété. En janvier 2024, il signe un contrat de fiducie gestion avec un avocat, le contrat prévoyant que l'avocat devra gérer loyer, entretien des appartements, paiement des charges et qu'une rémunération des 10% des loyers perçus sera versée aux fiduciaires. En mai 2024, locataire demande réparation urgente. De plus, Monsieur Martin a découvert que le fiduciaire a investi une partie des loyers dans des placements financiers non prévus au contrat. Le contrat de fiducie est-il valable? Quelles sont les obligations du fiduciaire en matière de gestion des biens? Quelles sont les conséquences pour le fiduciaire du manquement à son obligation contractuelle? Et Monsieur Martin compte-t-il agir contre le fiduciaire s'agissant de l'investissement non autorisé?